Imaginez. Vous êtes né dans le pays le plus riche du monde en ressources naturelles. Votre sol contient du cobalt, du coltan, du cuivre, de l'or, du diamant. Des richesses qui font tourner les batteries de vos téléphones. Qui alimentent les voitures électriques de demain. Des richesses que le monde entier convoite. Et pourtant, vous n'avez pas d'électricité chez vous. Vous n'avez pas d'eau potable. Vos enfants marchent des heures pour aller à l'école quand il y en a une. Et pendant ce temps, à l'est de votre pays, une guerre dure depuis presque 30 ans. Et les rebelles avancent. Ce pays, c'est la République démocratique du Congo. Et l'homme censé changer tout ça, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays depuis 2019. Alors aujourd'hui, on va poser une question qui dérange. Une question que beaucoup de Congolais murmurent dans les rues, que les analystes débattent dans les universités, que les opposants crient dans leurs meetings. Félix Tshisekedi est-il le pire président que la RDC ait jamais eu? Je vous préviens, on ne va pas répondre à cette question de manière simple. On va l'analyser. On va peser les arguments. On va être juste. Parce que cette question mérite mieux qu'une réponse émotionnelle. Restez jusqu'à la fin parce que la réponse va vous surprendre. Pour comprendre Félix Tshisekedi, il faut comprendre d'où il vient. Parce que son histoire personnelle est indissociable de la politique congolaise. Son père, Étienne Tshisekedi, était une légende vivante. L'homme qui a osé défier Mobutu Sese Seko pendant des décennies. Celui qui a fondé l'UDPS, le plus vieux parti d'opposition du Congo, en 1982. Celui que des millions de Congolais appelaient simplement le Sphinx de Limete. Un homme qui a refusé des postes ministériels, qui a été emprisonné, exilé, humilié, mais qui n'a jamais trahi ses convictions. Félix a grandi dans cette ombre immense. Et quand son père est mort en 2017, sans avoir jamais vu son rêve se réaliser, Félix a hérité du parti, des espoirs, et du poids d'une nation entière. En décembre 2018, il se présente à la présidentielle dans un contexte chaotique. Les élections sont organisées par Kabila, celui-là même qui refuse de quitter le pouvoir depuis 18 ans. Plusieurs missions d'observation, dont l'Église catholique à travers ses 40 000 observateurs, affirment que Martin Fayoulou a remporté l'élection. Pas Tshisekedi. Mais la Cour constitutionnelle valide quand même Tshisekedi. La thèse d'un deal entre Kabila et Tshisekedi circule depuis le premier jour. Un deal dans lequel Kabila aurait cédé le palais de la nation en échange de garanties d'immunité et d'un maintien de son influence. Tshisekedi a toujours nié. Mais les faits ont longtemps semblé donner raison aux sceptiques. Pendant les 18 premiers mois de son mandat, c'est la coalition kabiliste qui contrôlait le Parlement. Tshisekedi était président, mais il gouvernait les mains liées. Dès le départ, sa légitimité était contestée. Et ça compte énormément pour la suite. Maintenant, mettons les reproches sur la table. Sans filtre. Parce qu'il y en a beaucoup. Premier reproche, la guerre à l'Est. C'est le plus douloureux. Le plus visible. Le plus impardonnable aux yeux de millions de Congolais. Le M23, soutenu par le Rwanda de Paul Kagame, avance inexorablement depuis son retour en 2021. En janvier 2025, une date qui restera gravée dans la mémoire collective, Goma tombe. Puis Bukavu. 2 capitales provinciales, 2 villes stratégiques, perdues. Des millions de déplacés. Des civils massacrés. Des femmes violées. Des enfants déracinés. L'armée congolaise, les FARDC, ne parvient pas à stopper l'avancée. Malgré les mercenaires recrutés. Malgré les troupes régionales de l'EAC, puis de la SADC. Malgré les Wazalando, ces milices locales armées et légitimées par Kinshasa. Rien n'y fait. Le bilan militaire est catastrophique. Et les Congolais de l'Est paient le prix le plus lourd. On peut objecter que la guerre à l'Est ne date pas de Tshisekedi, elle dure depuis 1996. Mais sous son règne, la situation n'a fait qu'empirer. Et la responsabilité d'un chef d'État, c'est justement de trouver des solutions que ses prédécesseurs n'ont pas trouvées. Deuxième reproche, la corruption et la mauvaise gouvernance. En 2024, la RDC occupe la 163e place de l'indice de perception de la corruption de Transparency International. Sur 180 pays. Ce n'est pas nouveau. Mais sous Tshisekedi, malgré les discours de rupture et les promesses de changement, les pratiques restent les mêmes. Le projet PDL 145T, le grand projet de développement local dont il se vante à chaque discours, est un bon exemple. Il est présenté comme le programme de développement le plus ambitieux depuis l'indépendance. Mais le Centre de recherche en finances publiques et développement local a révélé que sur 300 millions de dollars prévus pour certains projets, comme la route Kananga-Kalamba-Mbuji, seuls 7,2 millions ont réellement été décaissés en 2024. Les promesses sont là. L'argent, beaucoup moins. Troisième reproche, une dérive autoritaire inquiétante. En octobre 2024,
Tshisekedi annonce vouloir remplacer la constitution de 2006, celle-là même qui garantit la limitation du mandat présidentiel. L'article 220 de cette constitution est explicite. On ne peut pas modifier la durée et le nombre de mandats. Mais Tshisekedi parle de la réécrire intégralement. Pour ses adversaires, le message est clair. Il veut rester au pouvoir au-delà de 2028. À cela s'ajoute la mise en cause de ses opposants politiques. Joseph Kabila, son ancien allié, devenu ennemi, est condamné à mort par contumace pour trahison, dans un procès que Human Rights Watch a qualifié de vendetta politique. Moïse Katumbi, son principal rival, voit ses propriétés perquisitionnées dans des actes d'intimidation. Le dialogue national, réclamé par l'opposition, l'Église catholique et l'Union africaine, est sans cesse repoussé. Quatrième reproche, une légitimité démocratique fragilisée. Les élections de décembre 2023 ont été marquées par un chaos logistique sans précédent. Matériel électoral arrivé en retard ou pas du tout dans certaines zones. Accusations massives de fraude. 9 candidats de l'opposition qui rejettent les résultats. Tshisekedi annoncé avec 73% des voix, un score qui, dans le contexte congolais, sonne plus comme une fabrication que comme une victoire réelle. La première transition pacifique de l'histoire du Congo, celle de 2019, était déjà entachée. La deuxième élection de 2023 n'a fait qu'approfondir les doutes. Mais voilà le moment où beaucoup de gens vont être surpris. Parce qu'il y a un autre côté de l'histoire. Et si on veut être honnête, et c'est notre travail d'analyste, pas de militant, il faut le dire. Mais voilà le moment où beaucoup de gens vont être surpris. Parce qu'il y a un autre côté de l'histoire. Et si on veut être honnête, et c'est notre travail d'analyste, pas de militant, il faut le dire. C'est peut-être la réforme la plus transformatrice depuis l'indépendance du Congo en 1960. Avant Tshisekedi, des millions d'enfants n'allaient pas à l'école parce que leurs parents ne pouvaient pas payer. Sous son mandat, entre 3,5 et 4 millions d'enfants supplémentaires ont accédé à l'école primaire gratuitement. Pensez-y une seconde. 4 millions d'enfants. 4 millions de futurs adultes qui auront appris à lire, à écrire, à compter. C'est une révolution silencieuse. Imparfaite, oui, les classes sont surchargées, les enseignants mal payés mais réels. La gratuité des accouchements. Dans un pays où des femmes mouraient en salle d'accouchement parce qu'elles ne pouvaient pas payer les frais médicaux, Tshisekedi a lancé le programme de gratuité de la maternité. À mi-parcours de sa deuxième mandature, plus de 1,3 million de femmes avaient accouché gratuitement dans plus de 4300 établissements de santé. Dans certaines provinces, le nombre d'accouchements médicalement assistés a été multiplié par 6. Des vies sauvées. Des mères qui rentrent chez elles avec leur bébé. Pas de statistiques abstraites, des femmes réelles. Est la stabilisation macroéconomique. Sous Tshisekedi, l'inflation a été ramenée de 21% à 15%, la dépréciation du franc congolais maîtrisée, et un accord de 3 milliards de dollars avec le FMI sécurisé. Les investissements directs étrangers ont atteint 1,635 milliards de dollars en 2025. Ce sont des signaux timides, fragiles, mais réels dans un pays habitué à l'effondrement monétaire. La rupture avec Kabila. En 2021, Tshisekedi a réussi quelque chose que beaucoup jugeaient impossible. Il a retourné la majorité parlementaire kabiliste pour créer son propre bloc, l'Union sacrée de la nation. Il s'est libéré de la tutelle de l'homme qui l'avait mis au pouvoir. Dans un pays où les transitions politiques se font généralement dans le sang ou sous la contrainte, c'est une manœuvre politique rare. Si on parle du contexte international, Tshisekedi a réussi à internationaliser la question du M23 comme jamais. Il a mis Rwanda sur le banc des accusés devant la communauté internationale. Il a obtenu des soutiens diplomatiques. Il a rencontré Kagame en Qatar, une première depuis 2022, ouvrant une brèche diplomatique. Le bilan est donc profondément contrasté. Pas nul. Pas glorieux. Contrasté. Maintenant, la question que vous attendez vraiment, est-il le pire président de l'histoire du Congo? Pour répondre, il faut comparer. Et comparer, c'est rappeler ce qui existait avant. Mobutu Sese Seko, 32 ans de règne, 1965-1997. Mobutu a dérobé des milliards à un pays parmi les plus pauvres du monde. Il a rebaptisé le pays Zaïre à son image. Il a créé un culte de la personnalité qui ferait rougir les dictateurs les plus fantasques. Il a délibérément laissé l'État se vider de sa substance pour que rien ne puisse lui résister. Quand il est tombé, le Congo n'avait plus d'armée, plus d'administration, plus rien. Son règne a détruit les fondations de l'État congolais de manière quasi irréversible. Laurent-Désiré Kabila, 4 ans de règne, 1997-2001, il est arrivé en libérateur. Il est parti assassiné par ses propres gardes du corps, dans un contexte de paranoïa et d'autoritarisme croissant. Son bilan est difficile à évaluer tant son règne a été court et chaotique, marqué par les guerres du Congo qui ont fait des millions de morts. Joseph Kabila, 18 ans de règne, 2001-2019.
Voici peut-être le cas le plus instructif pour notre comparaison. Joseph Kabila a eu 18 ans pour tout changer. Il avait le monde derrière lui, la communauté internationale l'a soutenu, les ressources naturelles explosaient avec la montée en prix des matières premières dans les années 2000-2010. Et pourtant, qu'a-t-il laissé? Une armée corrompue et inefficace. Une administration gangrenée. Le M23 qu'il avait lui-même contribué à faire naître. Un système prédateur qui enrichissait une élite pendant que le peuple croupissait dans la misère. Ses propres anciens alliés l'ont depuis accusé d'être complice du M23. Alors, Tshisekedi est-il pire que Mobutu? Non. Objectivement, non. Mobutu a institutionnalisé la kleptomanie comme mode de gouvernement pendant 3 décennies. Est-il pire que Kabila père ou fils? La réponse est plus nuancée. Son bilan sécuritaire est catastrophique. Sa dérive autoritaire est inquiétante. Mais il a réalisé des choses sociales, éducation, santé que Kabila n'a jamais faites. Le problème de Tshisekedi n'est pas qu'il soit le pire, c'est qu'on attendait le meilleur. Et ici, je veux prendre un moment pour parler de quelque chose que beaucoup d'analyses passent sous silence. Gouverner la RDC, c'est gouverner l'impossible. Ce n'est pas une excuse. C'est un contexte. Et ignorer le contexte, c'est mentir. La RDC est le 2e plus grand pays d'Afrique. Sa superficie est celle de l'Europe occidentale. Sans autoroute. Sans chemin de fer digne de ce nom. Avec 9 pays frontaliers, dont plusieurs sont eux-mêmes en instabilité chronique. Avec plus de 500 groupes armés actifs sur son territoire, selon certaines estimations. Avec une histoire coloniale belge parmi les plus brutales qui soient, celle de Léopold II, qui a tué entre 5 et 10 millions de Congolais. Le Congo a hérité d'un État artificiel construit non pas pour servir ses habitants, mais pour les exploiter. Noté dans ce contexte, personne, absolument personne, n'est venu au pouvoir avec les mains propres et les institutions solides nécessaires pour réformer. Ce n'est pas pour absoudre Tshisekedi. C'est pour comprendre que juger un président congolais selon les mêmes standards qu'un président français ou canadien, c'est une forme d'honnêteté intellectuelle bancale. La vraie question n'est pas est-il le pire. La vraie question est, a-t-il fait assez avec ce qu'il avait? Et là, la réponse est, probablement non. Mais ce non mérite d'être nuancé. Si je devais résumer ce qu'on retiendra du règne de Tshisekedi, au moins de ce premier chapitre, j'identifie 3 péchés capitaux. 3 erreurs fondamentales qui pourraient définir son héritage. Premier péché, avoir misé sur les milices plutôt que sur l'armée. La décision de légitimer et d'armer les Wazalando, des groupes armés locaux transformés en supplétifs de l'armée, était compréhensible à court terme. Mais c'est une bombe à retardement. Ces groupes ont leurs propres agendas, leurs propres violences, leurs propres crimes. En les intégrant dans la stratégie militaire, Tshisekedi a créé de nouveaux problèmes pour résoudre un problème existant. Et quand la guerre prendra fin, si elle prend fin, il faudra démobiliser ces hommes armés. Ce sera un cauchemar. Deuxième péché, avoir sacrifié la démocratie sur l'autel du pouvoir. La tentation de modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir est le péché originel de presque tous les dirigeants africains. Si Tshisekedi y cède, il répétera exactement ce que Kabila a voulu faire et que la rue congolaise avait empêché en 2016. Il trahirait non seulement la Constitution, mais le legs démocratique de son propre père. Étienne Tshisekedi a passé sa vie à se battre contre ce genre de manœuvre. Félix ne peut pas se réclamer de son héritage et enfouler simultanément les principes. Troisième péché, avoir géré la guerre à l'Est comme un problème diplomatique alors que c'est d'abord un drame humain. Les réunions à Luanda, à Nairobi, à Doha, à Washington. Les communiqués. Les cessez-le-feu signés et violés. Pendant ce temps, des Congolais meurent. Des femmes sont violées. Des enfants soldats sont recrutés. La diplomatie est nécessaire. Mais quand des villes tombent, Goma, Bukavu, et que le président est perçu comme loin de la réalité de terrain, la fracture entre Kinshasa et l'Est devient un abîme. Les Congolais de l'Est ne se sentent pas gouvernés par Kinshasa. Ils se sentent abandonnés par Kinshasa. Tshisekedi n'est pas encore au bout de son histoire. Il est au pouvoir jusqu'en 2028, en théorie. Et l'histoire se juge souvent sur les dernières pages. Il lui reste une fenêtre. Étroite. Mais réelle. La paix à l'Est est possible, si et seulement si Kinshasa accepte enfin de s'attaquer aux causes profondes du conflit, l'exclusion des communautés locales, la prédation des ressources minières et la question des nationalités. Ce n'est pas une solution militaire qui réglera ce problème. C'est un contrat social profondément réformé. La lutte contre la corruption peut encore devenir un legs si des actes concrets remplacent les discours. Des procès équitables. Des institutions indépendantes. Une presse libre. Sur la question constitutionnelle. L'histoire jugera sévèrement tout président congolais qui tripatouillerait les limites du mandat. Mais elle pourrait récompenser celui qui,
face à la tentation, diraient non et prépareraient une vraie transition démocratique. Ce sont des si immenses. Mais ils existent. Alors, Félix Tshisekedi est-il le pire président de l'histoire du Congo? Ma réponse, après tout ce qu'on vient d'analyser ensemble, c'est non. Mais il est peut-être le plus décevant. Parce que Mobutu était un dictateur assumé. Kabila fils était le fils d'un régime. On savait ce qu'on avait. Avec Tshisekedi, c'était différent. C'était le fils du Sphinx. Le candidat de l'espoir. L'homme qui portait un prénom chargé d'histoire. Et quand on porte autant d'espoir, ceux de millions de Congolais qui ont cru qu'enfin, quelque chose allait changer, la déception est proportionnelle à l'attente, point ce n'est pas lui qui est le pire. C'est le système qu'il n'a pas su ou pas voulu briser. Et ça, c'est peut-être la vérité la plus dure à entendre. Le problème de la RDC n'est pas un seul homme. C'est une structure. Un système de prédation construit par la colonisation, perpétué par des décennies de dictature, alimenté par les appétits des puissances étrangères qui préfèrent un Congo faible à un Congo fort. Tshisekedi est une pièce de ce puzzle. Pas le puzzle entier. Mais pour les Congolais qui souffrent, pour les mères de l'Est qui pleurent leurs enfants, pour les déplacés qui dorment sous des tentes, pour les jeunes de Kinshasa qui rêvent d'un pays différent, ces nuances ne suffisent pas. Et c'est légitime. Un leader, c'est quelqu'un qui porte la responsabilité du peuple qu'il gouverne. Même dans les conditions les plus difficiles. Même face aux forces les plus hostiles. Et sur ce terrain-là, l'histoire n'est pas encore rendue, point le dernier mot appartiendra au peuple congolais. Il l'a toujours été.